Bonjour à tous, je suis Anissa. Aujourd'hui, nous allons présenter le webinaire sur les réseaux sociaux, les erreurs courantes à éviter. Alors, donc, nous avons deux invités de marque aujourd'hui que je vais vous présenter tout de suite. Alors, donc, quelques règles avant. Donc, toutes les lignes sont par défaut en sourdine. Néanmoins, vous pouvez poser vos questions dans la petite chatbox et nous y répondrons à la fin. Donc, le webinaire est enregistré et il vous sera envoyé dans les 24 heures après le webinaire. Néanmoins, si votre audio ne fonctionne pas, vous avez en bas de l'écran, donc sur la slide, les numéros que vous pouvez appeler. Alors, donc WSI. Donc, il y a 25 ans, WSI a été créé au Canada alors qu'Internet n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Google et Facebook n'existaient pas. Et WSI a été créé pour aider les agences comme la vôtre à améliorer leur marketing. Aujourd'hui, WSI est un grand réseau international qui compte plus de 800 agences et qui est présent dans plus de 800 pays, dans plus de 80 pays. Pardon. Alors, donc chez WSI, nous vous aidons à développer votre marque, gagner de plus en plus de prospects et développer vos ventes tout en améliorant votre retour sur investissement. Alors, donc cette approche est une approche à 360 degrés qui est adaptée à vos besoins et bien évidemment à ceux de vos clients. Donc maintenant, je vais vous présenter du coup donc, les deux grands et beaux intervenants du jour. Donc nous avons Elisa, donc la belle Elisa, qui nous a rejoint en tant que collaboratrice chez WSI en septembre 2020. Elle est Business Development Manager et Account Manager Junior chez WSI GATS. Elisa est détentrice d'un bachelor en marketing et elle vous propose avec enthousiasme et curiosité des stratégies et des solutions adaptées à vos besoins dans le domaine du marketing digital. Bonjour Elisa. Bonjour à tous. Et puis enfin, nous avons Gabor, le fort Gabor, qui nous a rejoint en 2017 en créant son agence en conseil marketing WSI GATS. Donc du coup, vous l'avez deviné, Elisa travaille pour Gabor. Donc, son agence est située en Suisse. Gabor est passionné par le marketing digital et il travaille principalement avec les PME, mais aussi avec de grands groupes. Il possède des spécialités comme la présence en ligne et les réseaux sociaux, d'où son intervention aujourd'hui. Ses autres spécialités sont la création de sites web, le référencement naturel, le référencement payant. Ce n'est pas tout, c'est aussi un professeur. Il donne des cours aux étudiants dans 2 universités à Genève afin qu'ils maîtrisent la digitalisation pour leur future carrière. Il est aussi co-auteur de notre best-seller Digital Minds, le voici, qui est coécrit par plusieurs franchisés de la franchise du réseau WSI. Ce livre traite des chapitres essentiels que tout chef d'entreprise doit savoir maîtriser. Je vais donc maintenant laisser la parole à nos intervenants qui vont vous montrer comment éviter les erreurs courantes sur les réseaux sociaux. Bonjour Gabor. Bonjour Anissa, merci beaucoup pour cette introduction. Alors nous, on est encore un peu en semi-confinement ici en Suisse. Je m'excuse pour la lumière, c'est pas top et le son non plus. J'ai pris ma petite tasse Superman parce que je veux vous donner plein de bons tuyaux pour être les héros du numérique. Alors aujourd'hui, on va vous parler des réseaux sociaux, notamment les 5 points qu'on a à l'agenda. Donc la première question qu'on va essayer de répondre, ce sera comment les consommateurs utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux pour leur achat, c'est-à-dire les socionautes, comment ils utilisent les réseaux sociaux pour acheter, découvrir des produits. Le deuxième point sont quelles sont les erreurs fréquemment commises par les entreprises et comment les éviter, parce que vous avez tous ces socionautes qui viennent vous voir et il faut essayer de faire la meilleure impression et de répondre au mieux à leurs besoins. Le troisième point, ce sera comment bien planifier et mettre en place un calendrier éditorial avec un contenu riche, c'est-à-dire qu'est-ce que je poste, quand je poste, comment je poste sur les réseaux sociaux. Le quatrième point, ça sera de vous donner 2-3 petites astuces pour écrire, définir ce qu'on appelle une stratégie, et particulièrement pour les réseaux sociaux. Et à la fin, on sera ravis de répondre à toutes vos questions. Alors n'hésitez pas à utiliser la petite chatbox en bas à droite de votre écran. Et si vous en avez d'autres, posez-les après au consultant qui vous a invité à cette session. Tout à fait. Alors, avant de commencer, je voulais juste faire une petite introduction ou placer le cadre en fait de cette présentation, de ce webinaire.
C'est un webinaire qui a été préparé avec notre partenaire qui s'appelle Promo République. Promo République est un outil pour publier sur les réseaux sociaux, pour analyser son contenu. Et la majorité des exemples qu'on vous montrera ici sont en fait pris de deux grandes plateformes qui sont Facebook et Instagram. Et une des raisons, c'est que c'est les réseaux sociaux les plus utilisés d'après cette étude de Hootsuite qui date de janvier 2020, c'est-à-dire au début de l'année, avant cette pandémie, avant la crise du corona. Il se peut que les nombres soient échangés. On sait que les socionautes ont passé entre 30 et 50% de temps plus sur les réseaux sociaux, mais je crois que c'est assez représentatif de la dynamique des réseaux sociaux aujourd'hui sur notre planète. Elisa, explique-nous comment le comportement des clients a changé depuis le confinement. Alors, il a radicalement changé. Donc, avec le confinement et toutes les restrictions qui ont été mises en place, il y a eu des grosses répercussions sur toutes les industries et les entreprises. Donc, depuis, il y a certaines entreprises qui ont pu, on pourrait dire, retourner à la normale, ouvrir leur magasin par exemple. Par contre, le comportement des acheteurs, lui, a beaucoup changé. Donc, sur la gauche, on peut voir un graphe. Donc, ça, c'est une étude qui a été faite aux États-Unis et il demandait aux participants si ces gens allaient éviter ou reprendre leurs bonnes vieilles habitudes après le Covid. Et on voit qu'il y a eu énormément de réponses et que la majorité des gens allaient plutôt éviter d'aller dans des bars, dans des cinémas, concerts ou autres, où il y a beaucoup, en général, beaucoup de monde, même dès que le Covid serait terminé. Donc on voit qu'il y a quand même un changement dans les habitudes. Ensuite, si on retourne en Suisse, il y a 34% des personnes interrogées qui envisagent de réduire de manière durable leurs habitudes d'achat en magasin et de les accroître en revanche sur Internet. Donc, il faut vraiment s'assurer que vous ayez une présence digitale, un bon site d'e-commerce et surtout que vous vous connectiez avec vos potentiels clients. Donc, pour vous donner juste un petit chiffre, un petit exemple, donc Zalando, donc le fameux prêt-à-porter sur Internet, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires de plus de 27% comparé à l'année précédente. Et puis, entre le mois d'avril et juin, ils ont eu une augmentation de plus de 32% de la fréquentation sur leur site Internet et plus de 29% des commandes. Donc, on voit qu'il y a une très, très grande hausse en quelques mois. Et en fait, donc, la première chose que les gens font, c'est de chercher. Donc là, il y a au moins 50% des consommateurs qui cherchent les entreprises locales sur les réseaux sociaux. Donc, pour vous donner juste un petit exemple, moi, avant d'acheter un produit, donc dans un magasin que je ne connais pas, je vais tout de suite sur les réseaux sociaux, voir si c'est de la bonne qualité, s'il y a des bons avis, s'il y a peut-être eu même des soucis de livraison auparavant, pour que j'ai une idée. S'il y a des bons, je vais dire plutôt une bonne impression, je pense que je commande. Sinon, je suis quand même réticente. Et je ne sais pas si vous savez, mais la source d'information première est Google et la deuxième sont les réseaux sociaux. Et donc, ce qui fait venir à mon point suivant, donc il y a 78% des recherches sur téléphone résultent en un achat en magasin. Donc, c'est pour ça qu'il est très important d'avoir un profil sur les réseaux sociaux et d'en avoir un bon. Et ça, on le définira plus tard dans les prochaines slides. Anissa, tu peux changer. Merci beaucoup. Et donc ensuite, là, il y a 71% des consommateurs sont plus susceptibles d'acheter auprès d'une marque après une expérience positive sur les médias sociaux. Donc là, il est aussi très, très important de savoir que sur les réseaux sociaux, avoir un profil, il peut y avoir un impact positif comme négatif sur la volonté d'achat d'un produit. Donc ça, on le verra aussi plus tard dans la présentation. Et puis finalement, il y a 78% des consommateurs qui font confiance aux avis sur les réseaux sociaux autant que les recommandations personnelles. Donc là, on se rend compte que les avis sont pris en compte. Pour vous donner aussi un exemple, imaginons j'ai envie de manger dans un restaurant chinois ce soir. Et puis j'ai deux options. Une qui est à 10 minutes de chez moi, mais qui a de très mauvaises recommandations, mauvais avis, aucune étoile.
et un autre qui est peut-être à 15 minutes de chez moi, mais qui a de très bons avis, très bons commentaires. Je pense que le choix est assez vite pris. J'irai quand même à celui de 15 minutes de chez moi. Voilà. Anissa, tu peux. Voilà. Donc là, on vient de discuter de l'importance des réseaux sociaux. Et donc, avec Gabor, on va vous énumérer quelques erreurs courantes et on va surtout vous donner des solutions pour les éviter. Donc, pour la première erreur, c'est que votre page d'entreprise ne soit, alors, soit non consultable ou qu'il y ait des informations clés manquantes. Donc, dans les prochaines slides, je vous montrerai ce qu'il ne faut surtout pas faire et des exemples d'entreprises qui font très bien les points mentionnés. Donc, le souci, ça pourrait être de ne pas avoir d'adresse physique ni d'itinéraire, aucune information sur les horaires d'ouverture, il n'y a pas d'informations telles que le numéro de téléphone, il n'y a pas d'adresse électronique non plus. Ensuite, il y a aussi les boutons natifs sur Facebook, acheter maintenant et réserver maintenant. Ou alors, il y a un problème, une cohérence entre l'image de marque et ce qui est posté sur les réseaux sociaux. Donc, Anissa, là pour nos 2 premiers exemples. Donc ça, c'est la chose à ne pas faire. Donc là, on voit 2 pages d'entreprise, des pages Facebook différentes. Donc à gauche, vous avez une entreprise de rénovation et à droite, une entreprise de fitness. Donc là, on voit vraiment qu'il manque crucialement d'informations utiles. Donc, on ne sait pas comment les contacter, où les trouver. Il n'y a aucune adresse physique, pas d'itinéraire, ni de Google Maps. On n'a aucune idée de où ils sont, tout simplement. Et donc, en tant que client potentiel, si j'ai envie d'aller, par exemple, au fitness, je ne saurais pas comment y aller parce que je ne connais même pas l'adresse. Donc, c'est dommage parce qu'on perd des clients. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention lors de la création de pages Facebook, par exemple. Il y a des champs tout guidés, il y a des champs l'un après l'autre qu'il faut remplir. Et c'est comme ça que vous aurez toutes les informations utiles et que les clients pourront vous trouver. Anissa? Merci. Donc là, la solution, c'est mettre à jour l'adresse, intégrer également la carte pour Google Maps, ajouter les coordonnées, ajouter des images d'une boutique. Ça pourrait être intéressant, par exemple, si vous avez un petit shop, un petit café, mettre des images du bar, des places assises, c'est toujours sympa. Comme ça, les gens, ils savent à quoi s'attendre quand ils viennent. Et puis, également, ajouter les boutons commander maintenant et réserver maintenant. Donc, super, merci. Alors là, donc, la page IKEA, donc qu'on connaît tous, magasin de meubles. Donc, c'est un exemple parfait de ce que je viens d'énumérer. Donc, il y a toutes les informations qu'on pourrait souhaiter sur une page. Donc, il y a le bouton natif acheter, il y a la map, l'adresse, et il y a aussi les horaires d'ouverture qui est très importante dans cette période car les horaires changent énormément de semaine en semaine. Il y a aussi le site internet et le numéro de téléphone. Et ensuite, pour vous donner un deuxième exemple, merci beaucoup. Donc, Lemon Cha, c'est une boutique de boissons. Et donc là, on voit aussi qu'ils ont toutes les informations utiles pour pouvoir les trouver rapidement sur les réseaux sociaux. Et puis, tout simplement, il suffit de suivre les champs à remplir dans Facebook pour avoir une page complète, détaillée et pour avoir le plus d'informations possible. Donc, je sais que ça paraît simple vu comme ça, mais comme je vous ai montré précédemment, il y a plusieurs entreprises qui malheureusement ne le font pas. Ah, donc voilà, je pense c'est tout pour moi. Ouais, c'était très clair, merci. Donc, pour être trouvable sur les réseaux sociaux, mettre le maximum d'informations et essayer de les personnaliser tout en utilisant les fonctions natives. C'est exact? C'est tout bon. D'accord. Le deuxième type d'erreur qu'on voit régulièrement sur les pages d'entreprise, c'est que la page n'est pas rassurante, particulièrement maintenant, ce temps de pandémie, avec ces mesures de confinement, déconfinement, reconfinement, semi-confinement. Je ne sais plus comment les appeler tellement qu'il y a de changements. Il faut essayer de rassurer vos prospects. Bon. Il y a une autre erreur qui apparaît souvent, c'est la fréquence de publication.
Ça peut donner des signaux mixtes à votre audience lorsqu'ils voient que c'est pas régulier, c'est pas assez régulier. Après, une autre erreur, c'est ce qu'on appelle un contenu générique qui n'engage pas ou peu ou pas de contenu interactif. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir chacun de ces points, et on va commencer par la prochaine slide, s'il te plaît. Alors, ça, c'est typiquement un type de contenu qu'on considère comme non engageant, parce qu'en fait, il y a trop de texte, il n'y a pas d'espace, l'image est une image générique, et en sachant que l'attention d'un internaute aujourd'hui est entre 5 et 8 secondes, ben, ce qui va se passer, c'est lorsque il va voir ce post-là, ben, il va passer tout de suite au suivant. Donc là, évitez absolument ce genre de post parce que vous n'aurez pas de succès. Est-ce qu'on peut voir la prochaine slide? Ça, c'est encore un autre exemple. Là, c'est encore pire que celui-là d'avant. En fait, ce qui se passe, c'est que l'information est très brève, elle n'est pas structurée, et le résultat, ben, il est évident. Vous voyez le nombre de likes, il se limite à 25, le nombre de partages, il est seulement à 6, et il y a très peu de visuels. Donc, aussi, quelque chose à ne pas faire. Essayez de mettre des posts avec du contenu riche, le structurer, et chaque fois le visuel, parce que vos yeux sont plus attirés par des images que par du texte. Alors, je vous disais, la première erreur, c'était de ne pas rassurer. Là, c'est typiquement un exemple d'une bonne page, et je voulais faire une petite aparté. Vous voyez beaucoup d'exemples en anglais parce qu'ils viennent de notre partenaire qui s'appelle Promo République. C'est un outil pour publier sur les réseaux sociaux. Et n'ayant pas voulu mettre en porte-à-faux certains de mes clients, j'ai préféré reprendre ces exemples. Donc là, vous voyez, c'est la page d'un physio aux États-Unis et avec son slogan, il est très accrocheur, qui dit "We are here for you", nous sommes là pour vous. Le choix est vôtre. Vous pouvez passer à la clinique, vous pouvez faire des téléconsultations depuis la maison. Et restez à jour, visitez-nous régulièrement. Et l'appel à l'action est très clair. Et vous voyez, il y a le bouton bleu, ce bouton natif qui dit appelez-nous. C'est-à-dire qu'on ne veut plus que les gens se déplacent, ils peuvent nous appeler d'abord et ils seront rassurés. Voilà. En ce qui concerne la publication, le calendrier éditorial, la fréquence de publication, ben, il y a une règle très simple, c'est la solution que j'appelle 4-3-2-1. En fait, c'est pour 40% de contenu engageant. Un contenu engageant, ce sont des contenus qui posent des questions, qui demandent à participer à des sondages, qui partagent des citations. Et ce qu'on essaie de faire dans ce cas-là, c'est vraiment d'engager avec votre audience pour leur laisser la parole et voir comment ils réagissent. Et toutes leurs réponses sont des signaux forts ou faibles pour vous. Et surtout, ils donnent ce qu'on appelle cette fameuse preuve sociale, ça vous rend plus populaire. Le 3, c'est pour 30% de contenu promotionnel. Là, le but, c'est pas de matraquer votre audience avec tout le temps des promotions, bien qu'on vient de passer la période du Black Friday, bien que beaucoup d'entreprises ont encore beaucoup de stock à vendre avant la fin de l'année. Mais soyez modérés et faites plutôt un post sur 3, idéalement 30%. Donc, ce sont des offres spéciales, des bons de réduction, etc., etc. Le 2, c'est pour 20%, c'est un contenu éducatif. Là, il faut essayer d'éduquer en partageant des conseils, des astuces. Le piratage, je pense que là, il y a un souci de traduction. Ce n'est pas du piratage, c'est des petits hacks, comme on dit en anglais. C'est comment gagner des astuces. Voilà, exactement. Merci, Elisa. Et le 1, c'est pour 10% de contenu conservé. Donc, c'est du contenu qu'on partage d'autres experts. Prochaine slide. Alors, en ce qui concerne votre calendrier éditorial, il faut savoir que en fonction des plateformes et en fonction de leurs algorithmes, il y a des périodes, soit des jours ou soit des heures dans la journée, qui attirent plus de socionautes et c'est avec des socionautes qui s'engagent le plus. Donc, d'une manière générale, les statistiques montrent que sur Facebook, c'est généralement le jeudi et le vendredi en début d'après-midi où les gens s'engagent le plus sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, c'est plutôt le matin entre 9 et 11 heures. C'est
Mon interprétation, c'est plutôt lorsque les gens vont au travail, lorsqu'ils ont un peu de temps, de regarder des images. Et sur LinkedIn, c'est un peu plus compliqué. C'est souvent le mercredi en début de matinée ou à la pause déjeuner, le jeudi en matinée ou l'après-midi, en début d'après-midi, ou le vendredi en début de matinée. Donc ça, c'est des horaires génériques, c'est ce qu'on appelle du peak time, mais la meilleure chose, c'est que vous devez surveiller vos statistiques, et je vous montre comment le faire par la suite, pour voir quand votre audience, c'est-à-dire votre base de fans, vos followers, viennent regarder votre page entreprise. Prochaine slide. Un autre point important pour justement structurer vos posts, c'est d'utiliser des emojis. Comme on dit, une image vaut 1000 mots, et les emojis, ben, ce sont des images, et ce sont des images qui font généralement, qui essaient d'amener une partie émotionnelle. Donc, un premier avantage des emojis, c'est que ça permet de structurer visuellement votre texte, et d'autre part, ça aussi donne une partie un peu émotionnelle et qui engage. Et l'idée aussi, c'est avec votre visuel d'essayer de faire un format interactif. Donc, vous voyez ici, c'est une vidéo, vous voyez le petit haut-parleur avec la croix, ça veut dire que vous êtes en mode sourdine. Un autre exemple, c'est sur la prochaine diapositive. Là, c'est un post, une publication d'une société de consulting. Et vous voyez, il a travaillé en espaçant, en utilisant des espaces, en mettant des puces, aussi en travaillant avec des majuscules. Il a mis clairement les liens à la fin qui ressortent en bleu et des hashtags, des mots. Et toutes ces informations, bah, ça fait que c'est très facile à lire et ça nous donne envie de lire. D'autre part, il a aussi adapté son post pour les mobiles, comme Elisa nous rappelait en début de présentation, que la majorité des posts, la majorité des réseaux sociaux sont consultés depuis un smartphone aujourd'hui. Faites attention à l'image que vous utilisez. Ici, vous voyez, c'est le logo, et c'est un logo qui est bien centré, et en fonction de la taille de l'écran, mais elle ne sera jamais tronquée, cette image. Faites attention à ce petit détail. Prochaine, merci. Et ça, c'est un autre choix, un autre exemple d'un bon contenu que je trouve bien. Je suis navré, c'est un post en anglais, mais l'image est assez claire. C'est pour un café. Qui ne voudrait pas en fait un bon de réduction pour un café? Donc là, de nouveau, le texte est assez court, mais structuré en jouant avec des majuscules, en mettant un petit hyperlien, et le visuel est très travaillé. Vous voyez le produit, et vous voyez aussi tout de suite que vous pouvez avoir un bon. Donc, ce visuel présente très très bien l'offre, et les gens, bah, ils cliquent beaucoup plus facilement sur ce type de post. Prochaine diapositive. Ça, c'est un exemple d'un contenu éducatif. Donc, je suis navré, mais c'est nouveau un texte en anglais, mais en grand, c'est pour montrer qu'est-ce qui se passe, si c'est bien ou l'avant-après. En fait, c'est un service de consulting qui montre comment vous pouvez générer de la demande, comment vous pouvez traiter la demande dans un restaurant. Donc, l'image du haut montre qu'est-ce qui se passe si c'est pas bien géré, et l'image du bas montre ce qui se passe. Donc, vous voyez, il y a moins de personnes. Donc, le test est structuré et le visuel est aussi très intuitif. Et ça, c'était le dernier exemple de contenu. C'est ce qu'on appelle du contenu partagé. C'est généralement, vous prenez un expert et vous repartagez cette information. Là, ce que vous faites, c'est que vous, de nouveau, vous essayez d'avoir une petite introduction pour inviter votre audience à lire avec un lien. Et il faut faire attention à ce lien. Généralement, il ne faut pas prendre le lien entier, il faut essayer de le raccourcir. Voilà. Maintenant, je te repasse la parole, Elisa, pour nous parler du troisième type d'erreur, qui sont de ne pas créer de lien avec sa base et son audience. Merci beaucoup. Donc oui, ça c'est une erreur commise et très importante. Donc ici, on doit vraiment souligner que l'essence même des réseaux sociaux, c'est la communication. Donc rappelez-vous qu'une personne est enclin à acheter chez vous si cette personne a eu une expérience positive. Donc, par exemple, ne pas répondre aux commentaires, ne pas répondre aux avis ou ignorer vos messages, ça va faire l'effet inverse. Donc, la personne aura une expérience négative. Donc, c'est vraiment pas le but. Donc, par exemple, si quelqu'un vous envoie un message direct, il faut prendre le temps de répondre car la personne se sentira valorisée et écoutée et donc il y aura un impact positif. Il faut également prendre le temps de répondre aux commentaires, aux avis et aux questions sur vos pages.
Les questions ou commentaires, ça peut être très bien à propos des prix ou un conseil, information sur la livraison ou autre. Donc, le mot de la fin, c'est vraiment prenez le temps de répondre aux commentaires, aux questions, aux messages. Anissa, merci. Donc là, vous pouvez voir donc un exemple d'erreur. Je sais que c'est écrit petit et je sais que c'est aussi en anglais, donc désolée pour ça. Mais on voit qu'il n'y a aucune interaction. Donc, on voit qu'il n'y a pas de réponse aux commentaires, il n'y a pas non plus de mention j'aime aux commentaires ou aux questions. Donc, on voit vraiment que c'est pas super. Et on voit aussi sur la gauche qu'il y a seulement 3 étoiles sur 5. Donc, je pense qu'il y a quand même de la place pour un petit peu améliorer ceci. Donc, un deuxième... Oui? Je disais clairement, il y a du potentiel. Potentiel, voilà. Oui, c'est le mot que je cherchais. Merci. Donc, Anissa, est-ce que tu peux mettre la prochaine? Voilà, donc ça, c'est un autre exemple. Donc là, on voit qu'il n'y a aucune recommandation, aucun avis. Donc, en tant que client potentiel, j'ai pas réellement confiance. Donc, ce qui pourrait être bien de faire, c'est même si vous venez de créer votre page Facebook, vous pouvez toujours demander à vos clients actuels de laisser un petit commentaire pour montrer que vous existez et que vous faites de l'excellent travail. Merci beaucoup. Donc là, en tant que solution, donc c'est vraiment très facile. Il faut prendre quelques minutes de la journée. C'est suffisant pour répondre aux messages, répondre aux avis, donc positifs comme négatifs. Donc si vous recevez un commentaire positif sur votre page, les remercier du temps qu'ils ont pris pour écrire ce commentaire. Et surtout, s'il est négatif, c'est tout aussi important d'y répondre parce que ça montre la qualité de votre service à la clientèle. Donc, je vais vous montrer juste après quelques exemples. Et puis surtout, il faut interagir avec les commentaires. Donc là, le premier exemple, c'est un très bon exemple. Je suis désolée, je sais que ça donne faim, c'est midi, mais donc on voit qu'il y a Fernando qui a donc laissé un commentaire. McDo a répondu avec un dialogue très personnalisé. Donc, ils ont utilisé le nom, donc Fernando. Ils l'ont remercié pour son commentaire. Et prochaine étape. Donc, ils ont dit, ah, on va transmettre votre commentaire à notre équipe. Donc là, McDo, ils montrent qu'ils sont à l'écoute et qu'ils vont faire le nécessaire pour que leurs clients soient satisfaits et surtout les remercier du commentaire. Et puis finalement, le dernier exemple, merci beaucoup. Donc, c'est une page Facebook pour un café, tel que Starbucks par exemple. Donc là, on voit que c'est une question très courte, en anglais encore une fois, mais la réponse est détaillée car ils expliquent que c'est avec leurs meilleures graines de café, ils donnent aussi les ingrédients. Donc, répondre avec une réponse détaillée, c'est toujours une bonne chose car ça montre à la personne qui a posé la question que son commentaire a une valeur et que vous prenez le temps d'y répondre. Et surtout, imaginons qu'une autre personne se pose la même question et du coup, elle pourra lire le commentaire, donc elle sera informée, peut-être convaincue et au final, on croise les doigts pour que la personne achète directement le produit. Voilà, c'est tout pour moi. Je laisse la parole à Gabor pour le dernier petit point. Merci Elisa, c'est des très bons exemples, ouais. L'engagement. Alors, comme mentionné précédemment, lorsque vous voulez mesurer votre succès, la meilleure chose, c'est d'utiliser des outils d'analyse qui mettent à disposition. Ce qu'on constate souvent, c'est que les gens s'occupent de leurs réseaux sociaux, mais ils n'ont aucune connaissance de l'impact. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut mesurer ce qu'on appelle la portée, c'est-à-dire le nombre de gens qui ont vu, qui ont été atteints par vos publications, ainsi que l'engagement, c'est-à-dire le nombre de socionautes qui ont laissé des commentaires, liké, repartagé. Aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, en fait, ils définissent pas des objectifs RS pour réseaux sociaux par rapport aux objectifs commerciaux. L'idée ici, c'est vraiment de se dire, voilà, mon objectif commercial est comme et je dois faire un chiffre d'affaires de temps, je dois avoir tant de commandes, ou j'aimerais rencontrer tant de gens, et comment traduire ces objectifs commerciaux en des objectifs typiques ou propres aux réseaux sociaux. Et une fois que vous avez ces objectifs, il faut les mesurer et ça vous permettra d'ajuster votre calendrier éditorial en conséquence afin de mieux atteindre ces objectifs.
Alors, la diapositive suivante. Donc, comme je le disais, c'était suivre la portée et l'engagement, identifier les postes les plus performants et utiliser pour le premier. Ça, j'ai vu. Mais ce que je voulais, c'est, je crois, est-ce qu'elle arrive maintenant, cette diapositive, c'est vous montrer un outil. Voilà. Donc là, vous avez deux outils. Vous avez à gauche un outil que nous, on utilise, c'est l'outil de Promo République WSI. Et en fait, c'est un dashboard, un tableau de bord qui vous permet de voir des indicateurs clés, des KPI, où le premier chiffre tout en haut à gauche, c'est le nombre de followers, c'est-à-dire combien de gens suivent votre page. Le deuxième chiffre, c'est le nombre d'engagements. Et le troisième, là en l'occurrence, on a pris par rapport à Twitter. Et ça, c'est très important de mesurer ça. Sur la partie droite, vous voyez un tableau de bord d'un autre outil qui s'appelle SEMrush. Là, vous voyez aussi d'un point de vue pour différentes plateformes le nombre de followers, le nombre de posts, c'est-à-dire de photos, de publications, et l'engagement pour chacun de vos canaux. Et ça, c'est des outils que nous, on regarde de manière hebdomadaire, voire quotidienne, en fonction de l'activité et de l'audience des réseaux sociaux. Donc, s'il vous plaît, organisez-vous un tel tableau de bord. Oups, c'était un peu trop rapide. Pour bien comprendre l'impact de vos publications, l'impact de votre calendrier éditorial sur vos réseaux sociaux. Prochaine slide. Donc, on est arrivé à la fin, midi 4, je suis content, on a bien respecté le timing. Pour conclure, une petite checklist. Donc, le premier point, et qui est critique, c'est d'avoir vraiment une stratégie des médias sociaux. Ensuite, c'est de travailler vos profils sur vos différentes plateformes de réseaux sociaux. C'est d'être sûr que vous êtes trouvable. Ensuite, publier régulièrement, idéalement une fois par jour, plus fréquemment si vous avez des grandes audiences et sur certaines plateformes. N'oubliez pas d'utiliser différents formats et types de contenu. Donc aujourd'hui, on peut faire du texte, de la photo, de la vidéo, on peut avoir des stories, on peut avoir des sondages. Il y a plein de contenus différents et ça évolue très rapidement sur ces plateformes. Interagissez avec votre audience, répondez à tous les messages, à tous les commentaires, acceptez toutes les critiques, qu'elles soient positives ou négatives. C'est toujours une opportunité pour vous améliorer et une opportunité pour montrer à votre clientèle que vous les considérez. Et le dernier point qui permet de vous améliorer en continu, c'est d'analyser régulièrement tous vos indicateurs afin d'ajuster votre calendrier éditorial. Je crois qu'on est arrivé à la fin de notre présentation, Anissa. Je ne sais pas si tu veux reprendre la parole, la main. Alors, donc oui, désolée pour les petits capillages de slides. La souris est très sensible, Pas grave. mais j'espère néanmoins ne pas vous avoir gêné. Alors, donc c'était très intéressant et puis en plus, les petits posts en anglais, enfin, ça va, ils étaient faciles quand même à comprendre, même si vous nous avez donné faim. Désolée. C'est pas grave. Alors, du coup, on va passer aux questions. Alors, j'ai une petite question sur l'image générique. Alors, attendez, je vais revenir peut-être à ce slide. Hop, hop, hop. Donc, c'était en tout début. Celle-ci. Voilà, c'était celle-ci. Donc, cette image numérique-là, donc si la personne a bien compris, donc c'est en fait une image générique, c'est une image trouvée qu'on trouve sur Internet et une image générique n'est pas une image qu'on va mettre de notre entreprise, qui est personnalisée par l'entreprise. C'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est des images qu'on peut soit obtenir gratuitement avec libre de droit ou soit pour payer. Le souci des images génériques, c'est généralement tout le monde utilise les mêmes images, donc elles ne sont pas personnalisées. Et là, il est assez clair pour ceux qui sont un peu habitués de reconnaître une image générique d'une image personnalisée. Donc l'idée, c'est chaque fois essayer de mettre une image personnelle, même si elle n'est pas 100% pro, les gens connectent plus facilement avec de l'authentique qu'avec des choses qui ne sont pas cohérentes. D'accord, mais en tout cas, il vaut mieux mettre une image qui n'est pas tellement, entre guillemets, professionnelle à 200%, plutôt que ne rien mettre du tout. Oui, mieux vaut avoir un visuel que pas de visuel. Je suis d'accord avec ce point-là. Ouais.
D'accord. Et j'avais une autre question aussi. Comment on peut définir les objectifs des réseaux sociaux? Ah bah, je vais vous parler de l'exemple qu'on a chez nous. C'est un travail qu'on fait chaque semaine avec Elisa. Nous, nos objectifs, bah, c'est assez facile. C'est qu'on voudrait avoir plus de leads, c'est-à-dire de plus de gens qui viennent sur nos réseaux sociaux et qui disent Gabor, Elisa, j'aimerais bien que vous me donniez des conseils pour refaire mon site web, ou j'aimerais maintenant faire du click and collect, ou est-ce que vous pouvez m'aider à booster ma page Facebook, ou comment je peux mieux me positionner sur Google. Et ça, c'est notre objectif commercial final. Donc pour faire ça, on a décliné ça. La première chose, c'est d'agrandir nos communautés, c'est-à-dire plus l'audience est grande, plus notre message sera vu. Ensuite, on va regarder le nombre d'engagements, c'est-à-dire le nombre de gens qui like, qui posent des commentaires. Et finalement, on regardera le nombre de messages, soit par email ou soit directement sur la plateforme, qui disent contactez-nous parce qu'on voudrait parler de notre souci. D'accord, merci. J'ai une autre question qui dit, que pensez-vous de la pertinence présence d'une entreprise dans le B2B sur Instagram? Alors, B2B Instagram, bah, c'est notre souci, c'est notre défi. Euh, pour l'instant, on n'a pas trouvé la bonne formule. Nous, ce qui marche, c'est généralement quand on parle à titre individuel, c'est ce qu'on appelle le personal branding. J'ai plus de succès lorsque je parle à mon nom en tant que chef d'entreprise que lorsque l'entreprise parle de moi. C'est comme ça. Donc, le B2B, je pense que c'est possible, mais c'est vraiment, ça doit être personnalisé. Et en Si je général, ah, bon, Euh, vas-y. ce qui est très très important sur Instagram, c'est le visuel des images ou des vidéos que vous choisissez. Il faut vraiment que ce soit parce que généralement les gens ils regardent l'image et puis ils double-cliquent pour l'aimer, mais ils ne lisent pas forcément la description. Donc il faut vraiment que l'image elle parle d'elle-même, qu'elle soit peut-être belle si je puis dire entre guillemets, mais vraiment qu'elle donne envie à la personne de peut-être même connaître un peu plus sur vous. La vidéo. Non. Gabor, je ne t'entends pas très bien. Allô? Bon, Elisa, est-ce que tu peux compléter ou pas? Bon. Alors, donc, je suis désolée de ce petit souci technique. Alors, donc, néanmoins, j'ai d'autres questions. Est-ce que vous m'entendez, Gabor et Ouais, je t'entends maintenant. Je me demandais. Ah oui, maintenant oui, j'ai eu un petit bug. Ouais. Alors, du coup, est-ce que Gabor, tu souhaitais rajouter quelque chose, c'est ça, à la question? Non, je crois qu'elle a bien répondu. Je D'accord. suis tout à fait en ligne avec Elissa. Ok. J'ai une autre question, toujours sur Instagram. Si les longs textes sont valables et vérifiés en fait pour une entreprise. Par exemple, des longs posts sur Instagram, ce serait peut-être moins pertinent, non? Alors, je sais pas, tu veux répondre à cette question, Elisa? Bah, je sais pas, en fait, c'est une question qui a été posée. Euh, si les longs textes sur Instagram sont valables ou vérifiés. Alors, La notre question, c'est... expérience, c'est... Ouais. Pardon. Allez, 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 tu peux y aller, Gabor. Alors, comme Elisa le mentionnait, sur Instagram, ce qui est très important, c'est le visuel. Si le visuel est attractif, les gens commencent à lire. Si vous faites des textes longs, structurés bien, les emojis sont très utilisés, ils permettent vraiment de bien structurer le texte. Et une astuce qui est très utilisée, c'est les hashtags. C'est ça qui permettra d'atteindre les bonnes audiences. Plus vous mettez d'hashtags, on me dit entre 10 et 12, plus vous aurez plus grande sera la portée. D'accord. Merci. Alors, je vérifie s'il n'y a pas d'autres questions. Normalement, c'est tout. Ah non, j'ai une autre question. Alors, donc, y a-t-il une application gratuite ou peu chère pour une TPI, donc petite entreprise,
qui regrouperait les différentes analyses des sites sur lesquels on peut retrouver des publications. Alors oui, il y a plein d'outils comme Hootsuite, la statistique que je vous ai montré au début de prestation. Hootsuite, je crois que c'est gratuit jusqu'à 10 canaux que vous pouvez utiliser, jusqu'à un certain nombre de posts par jour. Donc si vous avez une petite utilisation pour publier sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas beaucoup de pages, vous pouvez aller sur Hootsuite, Buffer. Il y a plein de programmes freemium qui donnent leur service de manière limitée pour une certaine période de temps. Donc, pour commencer, je vous aiguillerai soit vers Buffer ou Hootsuite pour aussi bénéficier de leur analytics. D'accord. Et puis, je pense... j'ai une autre question aussi. Aujourd'hui, le sujet a l'air de plaire. Alors, donc, comment diffuser du contenu éducatif ou des témoignages clients quand on fournit des services confidentiels et pour lesquels on ne peut pas diffuser l'identité des clients? Est-ce que tu veux que je répète, est-ce que vous voulez que je répète la question ou pas? Non, c'est assez clair. Tu veux répondre à la question, Elisa, ou tu veux que je m'en occupe? J'aurais une idée pour la réponse. Tout d'abord, il faudrait avoir peut-être le consentement de votre client. Et ensuite, vous pouvez simplement changer le nom d'entreprise ou autre. Peut-être que comme ça, on n'aura aucune idée de la personne qui a fait ce témoignage ou autre. Juste ajouter les Je donnerais initiales. ça comme Moi, je suis réponse. d'accord. Avoir le consentement et après anonymiser, au lieu de mettre Gabor Marcus, vous mettez GM pense que ou dit que, tatani, tatata. Ça, c'est en ce qui concerne le témoignage. Et en ce qui concerne la partie éducative, je ne comprends pas quel est le souci que ce soit confidentiel ou pas. Donc, si c'est éducatif, c'est l'entreprise qui soit reprendre la parole d'un expert qui a été publié, donc qui est déjà public, ou soit c'est vous qui partagez votre propre expérience sur des trucs et astuces, sur des conseils. J'ai aussi d'autres questions. J'en ai deux autres, puis après, je pense qu'on va arrêter parce qu'il est déjà midi 15. D'accord. J'ai une question par rapport à LinkedIn. Est-ce qu'il est judicieux de contacter les personnes qui se disent de l'entreprise alors que ce n'est pas la réalité? Est-ce qu'il est judicieux de... Pardon, tu peux répéter? Est-ce qu'il est judicieux de contacter les personnes qui se disent de l'entreprise alors que ce n'est pas la réalité? Je pense que la question devrait être plutôt est-ce qu'il est judicieux de contacter une personne de l'entreprise si, enfin, si c'est juste en virtuel en fait et non en physique, je pense. Alors, moi, je pars du principe que les gens qui sont sur LinkedIn sont là pour réseauter, sinon ils n'ont rien à faire sur le réseau. Et s'ils sont sur le réseau mais ils ne veulent pas être consultés, ben, généralement ils mettent un profil caché. Mais moi, je recommanderais à consulter, quoi, à contacter tous les gens. Par contre, ne trichez pas, dites pas que vous travaillez pour Coca-Cola si vous travaillez pour, je sais pas, pour une boisson locale, quoi. Il faut pas abuser de la confiance des gens, mais non, je verrais pas aucun souci de contacter des gens au nom d'une entreprise. Et j'ai une autre question. Que pensez-vous de la synchronisation Facebook-Instagram? À quel niveau de la synchronisation? Au niveau des stories, au niveau des posts? Tu veux répondre à la question, Elisa? À moi? Non, Euh, Elisa. c'est pas moi qui me... Ah, Ah, Elisa. c'est vrai que nos C'est prénoms se ressemblent. Alors, en tout cas, personnellement, pour les stories, je trouve ça super pratique parce que du coup, je fais d'abord ma story sur Instagram et je clique simplement sur un bouton et ça diffuse donc sur et Instagram et sur Facebook. Donc, ça me fait gagner un petit peu de temps. Par contre, il faut faire attention, en tout cas pour les stories. Par exemple, si vous voulez mettre un URL, sur Instagram, vous pouvez mettre dans votre profil, comme on dit souvent, un link in bio. Par contre, il n'y a pas cette option dans Facebook. Donc, si vous mettez ce petit détail sur votre story Instagram, sachez qu'il n'y aura pas de lien dans votre bio sur Facebook.
Donc, il faudrait faire attention à ça. Mais si vous voulez simplement poster une photo, franchement, moi, je trouve ça super. Ça me fait gagner du temps et c'est rapidement fait. Ouais. Bah, Et en partager des vidéos, par exemple, ça, je crois que ça marche pas très bien avec les stories et les vidéos. Ça marche seulement sur Instagram ou ça marche aussi sur Facebook maintenant. Les stories sur Instagram, du coup, c'est IGTV. Donc, les vidéos de plus d'1 minute, elles sont directement passées sur IGTV. Et sinon, pour Facebook, normalement, ça devrait fonctionner aussi. D'accord. Dans tous les cas, la question était liée au niveau des posts. La personne a Ah, précisé. les posts, ok. Bon, alors du coup, merci. Du coup, moi, j'utilise pas la synchronisation pour les posts. Je fais une plateforme après l'autre. Mais pour moi, si la story fonctionne, j'envisagerais de... Faudrait que je regarde, mais je pense que ça pourrait être une bonne idée et un gain de temps. J'avais une remarque par rapport à une personne qui disait que vous n'avez pas trop parlé de Twitter dans les réseaux sociaux, dans ce que vous mettez en campagne. Du coup, est-ce que vous ne faites pas de promotion de campagne sur Twitter, c'est ça? En tout cas, en Suisse, Twitter ne marche pas très bien, donc c'est pas un canal préféré. Sur Twitter, ce qu'il y a, c'est que l'idée, c'est de vous envoyer des messages courts, je crois, jusqu'à 250 caractères. On peut mettre des visuels, des vidéos aussi aujourd'hui. Donald Trump a fait toute sa politique grâce à ce réseau social. Les principes qu'on a partagés, ça marche. Il faut juste savoir que l'audience sur Twitter est beaucoup plus petite que sur les deux autres réseaux qu'on a mentionnés dans cette présentation. Et que pour moi, c'est un canal qui est assez difficile à suivre si vous n'avez pas bien structuré les fils de discussion. D'accord. Ok. Et puis j'ai une dernière remarque qui dit que Trustpilot, que pensez-vous du coup de Trustpilot qui est peut-être un bon outil pour vérifier l'intérêt de son entreprise et service? Est-ce que vous connaissez ou pas cet outil? On connaît Trustpilot, c'est pour avoir des avis, oui. Mais je pense que c'est hors sujet, c'est pas spécifique aux réseaux sociaux, ça on peut l'utiliser. Bah, merci du coup de votre présentation et merci à vous pour vos questions et votre remarque. On a fait un petit échange, c'était sympa. On a eu beaucoup de questions. Donc, je vous remercie beaucoup et puis bah, vous recevrez du coup tout ce webinaire et cette présentation dans les 24 heures qui suivent. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, le 17, où j'aurai deux intervenants, donc Véronique Dupoz et Olivier Allochot, qui vous présenteront les PPC, les conseils de Google sur les PPC. Je vous remercie. Un dernier point que je voulais mentionner, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de contacter directement la personne, le consultant qui vous a invité. Je suis sûr qu'il aura les réponses à toutes vos questions. C'est ça. Merci beaucoup. Bon appétit, à bientôt. Au revoir, bonne journée, bon appétit.